Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir les notions d'estimateur. Donc, tout d'abord, je vais vous donner une définition de ce qu'est un estimateur et ensuite, je vous donnerai les propriétés importantes. On verra dans des vidéos futures comment construire nous-mêmes des estimateurs avec différentes techniques. On verra dans cette vidéo rapidement qu'il existe deux approches, l'approche fréquentiste et l'approche bayésienne. Et en fait, je vais me concentrer dans un premier temps sur l'approche fréquentiste et on verra à la fin de ce cours l'approche bayésienne. Donc tout d'abord, il faut comprendre l'objectif de ce que l'on veut faire pour définir ce qu'est un estimateur. On va partir d'un vecteur aléatoire grand X distribué selon f de x θ, avec θ qui sont les paramètres, donc c'est un vecteur θ, mais dans lequel on met tous les paramètres, θ1, θn. Et le but de notre démarche, c'est d'obtenir une estimation, cette fois-ci, des paramètres θ à partir d'une série de mesures de grand X. Donc c'est ça ce qu'on va appeler une estimation. Et pour faire cette estimation, ce qu'on va créer, c'est une nouvelle variable aléatoire, qu'on va donc appeler un estimateur, pour chacun des paramètres, que je vais noter ici θj chapeau, j valant 1 à n, et on va se servir de cet estimateur pour donner la valeur la plus probable de chacun des paramètres. Alors, je vous donne un exemple que vous devez avoir utilisé très souvent. Imaginons que je veux mesurer une moyenne. En fait, si je vous donne un lot n de données, vous ne pouvez pas calculer la vraie moyenne, mais vous allez utiliser une estimation de la moyenne. Et pour cette estimation, vous allez utiliser la formule très simple. Vous allez dire que l'estimation de la moyenne, qu'on note mu chapeau avec n mesures, alors ça on ne mettra pas dans le futur, mais voilà, c'est 1 sur n, somme de i égale 1 à n, dxi, xi étant les mesures que l'on a créées, que l'on a obtenues, mais en fait ce sont n, grand N variables indépendantes et identiquement distribuées sur ma fonction de densité de probabilité initiale. Donc ça va me permettre d'avoir une estimation de la moyenne, et pas réellement la vraie moyenne. Encore une fois, c'est la différence. Alors, j'insiste dessus tout de suite. Je vais noter, on verra que c'est très important que les variables ici soient indépendantes et identiquement distribuées selon la fonction de densité de probabilité qui nous intéresse. Donc ça, je noterai VA pour variable aléatoire, IID pour indépendante et identiquement distribuée pour tout ce qui suit, pour toute la suite en fait. Ok, alors on va pousser un petit peu ça et on va s'intéresser maintenant aux propriétés, c'est-à-dire à la qualité de notre estimateur. Donc notre estimateur, une fois qu'on l'a construit, on peut se poser plusieurs questions. Une première question, c'est est-ce que finalement, si je prends plus de données, je vais converger vers la vraie valeur θ? Ça, c'est ce qu'on appelle la consistance. Donc il faut pour cela que la probabilité que l'estimateur prenne des valeurs éloignées de θ tende vers 0 lorsque n devient grand. Et en particulier lorsqu'il tend vers l'infini. Alors cette consistance, d'un point de vue mathématique, elle s'écrit de la façon suivante. Il faut que la probabilité que θ chapeau moins θ, si je prends la valeur absolue, la probabilité que θ chapeau moins θ en valeur absolue supérieure à epsilon tende vers 0 lorsque le nombre de mesures tend vers l'infini. Ça, c'est ce qu'on va vérifier. Et si vous faites ça, en fait, ça va faire que la seule probabilité qui va subsister, c'est que la probabilité que θ égale θ chapeau égale θ soit égale à 1. Une deuxième chose importante qu'on peut chercher pour un estimateur, c'est se poser la question, est-ce qu'il est biaisé ou non biaisé? Donc là, on va dire qu'un estimateur est non biaisé si son espérance est égale au paramètre que l'on cherche à estimer. Donc là, si l'espérance de θ chapeau est égale à θ, donc on dira qu'il est non biaisé. À l'inverse, si ce n'est pas le cas, on dira que l'estimateur est biaisé et que on peut calculer donc son biais en regardant la différence entre l'espérance de θ chapeau moins la valeur θ attendue. Et ça, donc on note ça B le plus souvent, petit b. Alors, on ne met pas le n, mais là je l'ai mis exprès pour vous montrer que ce b était calculé avec un nombre n donné, et que naturellement il va varier avec le nombre n. Alors, faites attention, c'est pas parce qu'on a un estimateur biaisé qu'il ne peut pas être consistant. En effet, on peut très bien avoir un estimateur biaisé, mais si le nombre n augmente, le biais peut diminuer, et s'il tend vers 0, dans ce cas-là, on va avoir un estimateur qui est consistant. Et on s'aperçoit même dans la pratique que parfois, il est plus facile de fabriquer un estimateur biaisé et de faire tendre n très grand, pour obtenir une bonne valeur de votre paramètre,
Plutôt que de chercher à débiaiser ou à trouver un estimateur non biaisé, pas vraiment débiaisé, mais c'est chercher un autre estimateur non biaisé pour pouvoir obtenir votre résultat, parce qu'il peut converger plus lentement. Donc ça peut être une compétition intéressante à tester lorsqu'on a différents estimateurs pour estimer le même paramètre. Alors d'autres propriétés importantes des estimateurs, on peut se poser la question si notre pour notre estimateur est efficace ou pas. Pour qu'il soit efficace, eh ben, il faut que, en fait, finalement, sa distribution soit piquée autour de la valeur estimée. En d'autres termes, il faut que la variance de l'estimateur soit la plus petite possible. On verra ça un peu plus tard, on étudiera ça un peu plus tard quand on prendra des exemples, mais c'est un point important d'un bon estimateur. Et enfin, on peut se poser la question, est-ce que notre estimateur est robuste? Alors ça, c'est plus difficile à estimer, et ça se fait plus facilement par Monte Carlo. On va regarder si notre estimateur est robuste aux hypothèses sur notre fonction de densité de probabilité. Et en particulier, quand on a par exemple une mesure X, mais que dedans il peut y avoir du bruit de fond, et ben, qui ne correspond pas du tout avec la fonction de densité de probabilité attendue, et ben ça peut être, pour certains estimateurs, ça va être ça va apporter une dégradation plus forte que pour d'autres. Donc ça va être ce qu'on appelle la robustesse, et c'est plus difficile à étudier. Donc quand on a deux façons d'estimer, eh ben on va étudier ça, et principalement on le fait le plus souvent par une approche Monte Carlo. Donc avant d'aller plus loin, on va s'attacher un petit peu à un estimateur, l'estimateur de la valeur moyenne que je vous ai présenté précédemment, donc qui est très simple. Donc là-dedans, on avait xi qui était indépendant et identiquement distribué selon ma fonction de densité de probabilité f de x. Là, je suis revenu à une dimension, hein, je le redis, juste comme ça, pour que ce soit plus simple. Et on a une espérance pour xi qui est normalement la moyenne mu, et on a une variance de xi que je vais noter sigma carré, pour tout i. Donc si je fais ça, et que je crée donc mon estimateur, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, un mu chapeau, égale à 1 sur n, somme de i égale 1 à n des xi, et ben je peux calculer l'espérance de ce mu chapeau. Donc pour ce faire, faisons-le, et calculons l'espérance de mu chapeau. Alors ça va être très simple, hein. Je vais donc calculer l'espérance de 1 sur n, somme de i égale 1 à n des xi, mais donc ça revient à faire la somme des espérances, et donc vous voyez tout de suite que je vais trouver mu. Voilà. Je vais trouver n fois mu pour la somme, divisé par n, ça fait mu. Et donc, on voit que notre estimateur de moyenne, il est non biaisé. Donc, en faisant ça, ça marche à tous les coups, c'est non biaisé, ça va nous donner une bonne estimation. En tout cas, ça va converger vers la vraie valeur de mu. On peut s'intéresser à la variance. La variance, donc on peut calculer la variance de cette valeur moyenne, et donc c'est la variance de 1 sur n, somme de i égale 1 à n des xi. Alors là, il faut faire un petit peu attention, on a vu comment calculer ça. Déjà, quand on a un facteur et qu'on le sort de la variance, on se rappelle que le facteur est mis au carré. Donc ça donne 1 sur n carré, variance de somme de i égale 1 à n des xi. Et ça va se faire facilement, puisqu'on a dit que nos xi étaient des variables indépendantes. Donc si on a ça, on peut dire que c'est la somme des variances. Enfin, les termes de covariance sont nuls, donc tout va bien, la variance, la covariance va disparaître, et donc on a 1 sur n carré, somme de i égale 1 à n de la variance des xi. Et donc on se retrouve avec un sigma carré sur n. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variance de mu, elle va se comporter en sigma carré sur n, et on voit que plus on a de n, plus on va avoir une mesure qui va être précise en ce qui concerne la valeur, la valeur moyenne. Donc ça, on retrouve en fait, là, caché derrière tout ça, le théorème central limite. Hein. On va tout finir sur une gaussienne qui va devenir de plus en plus fine. Alors, on peut se poser la question aussi, mais quelle est la variance si je ne connais pas la moyenne théorique? Parce que là, j'ai calculé la variance, je le remets juste là, j'ai calculé la variance en supposant que je connaissais donc la valeur moyenne théorique, et donc, j'ai appliqué tout ce qu'on a fait ici. Donc, dans un premier temps, nous avons construit donc, un estimateur de la valeur moyenne, mu. Maintenant, je voudrais créer un estimateur de la variance. Mais rappelons-nous, hein, on ne connaît pas mu, en fait. Là, on fait le calcul en regardant si on converge vers la vraie valeur mu. Donc ça, c'est ce qu'on a montré. Mais, quelle que soit la fonction de densité de probabilité, mais on ne connaît pas réellement mu. Donc, notre estimateur va nous permettre d'obtenir mu.
Là maintenant, on voudrait calculer la variance, mais on ne connaît pas réellement la valeur moyenne exacte. Donc il faut calculer la variance à partir de notre estimation de notre valeur moyenne mu. Alors, je vais vous donner le résultat et après je vais vous le démontrer. En fait, pour estimer la variance, il va falloir faire la variance sigma carré, donc on va noter sigma carré chapeau, il va falloir faire la somme de i égale 1 à n de xi moins mu chapeau au carré. Ça paraît assez simple, hein, puisque c'est complètement calqué sur la définition même de la variance. La seule chose près, c'est qu'on a mis mu chapeau plutôt que mu, puisqu'on ne connaît pas mu. Hein. Mais vous voyez ici que je dois diviser par n-1 et pas par n. Je ne fais pas la moyenne de l'écart quadratique moyen, mais je fais 1 sur n-1. Et ce facteur n-1, en fait, il vient naturellement. Vous allez voir comment. Donc on y va. Ça, c'est l'estimateur de la variance non biaisée. Hein, je vous le donne. Et ça, finalement, c'est le nombre de degrés de liberté qui nous reste. Alors, on peut le voir comme ça. Je vais vous donner l'approche simple, l'approche qui permet de se rappeler du résultat. En fait, comme on a utilisé nos données une première fois pour calculer la moyenne, bah, on a perdu un degré de liberté, donc on n'a plus n valeurs utiles, mais on en a n-1. Donc il faut faire une moyenne qui n'est plus sur n, mais qui est sur n-1. Donc ça, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, on va démontrer ça. Donc pour cela, on va s'intéresser à la somme de i égale 1 à n des xi moins mu chapeau au carré. Ça, si on développe, on a somme de i égale 1 à n des xi carré plus mu chapeau carré moins 2 xi mu. Attention, la somme, elle est sur tout l'ensemble. Je n'ai pas mis de parenthèse, mais c'est quelque chose qu'on fait rarement, en fait, de mettre les parenthèses. Donc c'est juste, faites attention. Voilà. Il y a des moments où je vais basculer ma somme, donc on fait attention à ce qu'on fait. Donc maintenant, effectivement, ma somme va agir sur le premier terme. Donc j'ai la somme des xi carré. J'ai la somme de mu carré, mais mu carré, ça ne dépend pas de i. Donc je vais trouver n fois mu chapeau carré. Et puis ici, ça c'est un facteur multiplicatif, donc j'ai moins 2 mu chapeau, somme de i égale 1 à n des xi. Et là, on reconnaît un certain truc, on reconnaît tout simplement la définition de mu chapeau. Hein. C'est la somme de i égale 1 à n des xi, donc ça revient à prendre le n et à le mettre de ce côté-là. Donc cette somme-là, c'est n fois mu chapeau. Donc je me retrouve avec n mu chapeau carré moins 2 fois n mu chapeau carré. Et il ne me reste plus que moins n mu chapeau carré. Donc c'est simple, hein, mais si vous n'avez pas suivi, écrivez-le, vous allez voir, c'est relativement simple. Une fois qu'on a ça, on peut continuer nos opérations. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'espérance de ça. Est-ce que ça va nous donner effectivement la valeur de sigma carré ou pas? Est-ce que ce calcul nous donne sigma carré? Alors bien sûr que non, hein, puisqu'on n'a pas divisé par n. Mais là, on va se poser la question, quelle est l'espérance de ce terme-là? Donc l'espérance de ce terme-là, c'est l'espérance de celui-ci. Ça, c'est simple. Et donc, c'est l'espérance du premier terme moins l'espérance du second. Alors l'espérance du second, comme n est un facteur multiplicatif, je peux le sortir. Et donc, je me retrouve avec l'espérance de la somme des xi carré moins n, espérance de mu chapeau carré. Vous voyez que là, j'ai retiré les bornes, hein, parce qu'en fait, on les connaît, donc pour éviter et alléger un peu l'écriture, j'ai retiré les bornes de mon sigma, pour que ce soit plus simple à dire. Alors, l'espérance de sigma x carré, de la somme des x carrés, d'accord, je peux sortir la somme, et donc je vais avoir n fois l'espérance de xi au carré. Donc je me retrouve avec n fois l'espérance de xi carré moins l'espérance de mu chapeau au carré. Ici, en fait, si on ne sait pas ce qu'il faut faire, c'est pas forcément quelque chose qui vient à l'esprit. Et c'est souvent là, quand on fait ce calcul, qu'on bloque. Donc je vais vous donner l'astuce, parce qu'en fait c'est quand même une astuce. On va se servir de la définition de la variance. La variance de y, c'est l'espérance de y carré moins l'espérance de y, le tout au carré. Et là, ce que je vais faire, c'est que ce que je cherche, c'est l'espérance de xi au carré. Donc c'est ce terme-là que je vais donner en fonction de la variance de xi moins, donc le terme va basculer, ça va donner un plus, l'espérance de xi, le tout au carré. Donc si je remplace ça, je remplace ce terme-là par la variance de xi plus l'espérance de xi au carré, et ce terme-là, je fais la même chose, donc je vais avoir moins la variance de u chapeau moins l'espérance de u chapeau au carré. Je vais pouvoir poursuivre mon calcul. Alors, l'espérance de xi au carré, c'est mu, hein, puisque c'est l'espérance de xi, on a vu que c'était mu, donc ça c'est mu au carré, mais l'espérance de mu chapeau, c'est mu aussi. C'est ce qu'on a montré précédemment.
Donc ça, c'est mu au carré. Donc on a mu au carré ici, moins mu au carré. Ces deux termes-là, ils s'en vont. Et on se retrouve ici avec n fois la variance de xi moins la variance de mu. OK? Et on a montré juste avant hein, que la variance de mu chapeau, c'était sigma carré sur n, et la variance de xi, bah, c'est sigma carré. Donc on se retrouve avec n sigma carré moins sigma carré sur n, qu'on peut écrire en factorisant naturellement le sigma carré. Et on trouve sigma carré n-1. Si en plus on distribue le n, tout à fait. Il faut distribuer le n, donc on a ici et le n qui s'en va. Sigma carré n-1. Donc vous voyez que l'espérance de cette partie-là va être sigma carré fois n-1. Donc si je divise par n-1, et ben l'espérance de sigma de mon estimateur sigma carré chapeau va bien tendre vers sigma carré. En tout cas, va être sigma carré. Donc voilà, et c'est effectivement pas naturel, hein, mais vous avez vu, et ben, c'est démontré, et en plus, avec les deux approches, soit en réfléchissant sur le nombre de degrés de liberté, mais on n'en a pas encore beaucoup parlé, soit en regardant le calcul, tout simplement, et ben on voit qu'on a ce n-1 qui apparaît, et pas n. Voilà, donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, et on verra par la suite comment on construit des estimateurs dans d'autres situations, et on s'intéressera pas mal à la gaussienne, hein, ça reste une distribution qui est vraiment très utile, mais on verra aussi d'autres exemples, comme par exemple les fonctions exponentielles, qui peuvent aussi être très intéressantes dans certaines situations. Voilà.